fait, initialement, la première fois que j'ai parlé de suprématie blanche comme régime politique, c'était sur mon Facebook en 2016. Et j'avais fait un poème que j'avais terminé en disant j'ai grandi au sein de la suprématie blanche. Donc un an après avoir lu Mills. Voilà. Poème sur la suprématie Poème sur la suprématie blanche. Et donc je termine en disant j'ai grandi au sein de la suprématie blanche et j'ai survécu. Et là, ça a fait une espèce de tollé dans ma famille, parce qu'effectivement, des personnes de ma famille qui ont pensé que j'avais dit qu'ils étaient des suprémacistes blancs. Et donc, du coup, Je précise à Manquet, vous avez été adopté oui, et vos parents sont blancs. et je suis noire. Voilà, donc effectivement, vos parents l'ont mal pris. Non, pas mes parents. Bah, non, mes parents, c'est mes parents, donc ils sont dans mes affaires là depuis longtemps. Ils sont très conscientisés. On va dire que dans la famille plus élargie, c'est Facebook. donc, on va dire dans notre entourage, certaines personnes ont dit mais alors est-ce que ça veut dire qu'Amandine dit à tout le monde qu'on est des suprémacistes blancs? Et donc bien entendu, c'est pas ça que je disais. Moi, j'avais du coup déjà, on va dire, intégré dans ma pensée la perspective anglo-saxonne, qui est que la suprématie blanche, c'est un régime politique d'oppression raciale, de la même façon que le patriarcat est un régime politique d'oppression sexiste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les racismes sont des manifestations de la suprématie blanche comme régime politique. Pourquoi? Parce que quand on utilise le terme racisme, on n'est pas assez précis. Est-ce qu'on parle du racisme scientifique du XVIIIe siècle? Est-ce qu'on parle d'agression raciste du quotidien? Est-ce qu'on parle du racisme médical? Est-ce qu'on parle du racisme systémique, comme le profilage racial que peut mener la police, ou d'autres formes de discrimination raciale à l'embauche, etc. Tout ça, ce sont des manifestations. Il y a un régime politique qui a justement une histoire, qui a même des théories politiques qui le sous-tendent, qui affecte la cognition du groupe majoritaire, mais qui peut aussi affecter la cognition des personnes racisées, c'est-à-dire qui font l'objet d'un processus de racisation. Ce terme aussi, il crispe les gens. Moi aussi, je serais ravie de dire que je suis un être humain. Je suis un être humain. Mais si je marche dans la société française en me considérant juste comme un être humain, il va m'arriver un certain nombre de bricoles que je ne vais pas pouvoir comprendre si je ne sais pas aussi que je suis noire, que je fais l'objet d'un processus qui m'assigne une catégorie raciale dans laquelle on va retrouver plein de stéréotypes. Donc moi, je trouve que c'est important d'arriver à faire exister dans l'espace public francophone et français, parce qu'en fait, ça existe déjà, suprématie blanche comme régime politique au Québec, par exemple. Donc c'est en France, parce qu'on n'a pas traduit justement des gens comme Mills, qu'on n'a pas intégré leur pensée. Parce qu'on a un attachement aussi à l'idée d'universalité et de ce qu'on appelle la color blindness, c'est-à-dire de ne pas d'être aveuglé aux couleurs, c'est-à-dire que l'universalité masquerait toutes les différences. Oui, et c'est là aussi que je voudrais quand même ramener une autre personne, et là c'est aussi les féministes qui ont quand même fait ce travail historiquement. On a Christine Delphi par exemple en France, et c'est Christine Delphi en 2010 qui a écrit un livre, Un universalisme si particulier. Alors elle, c'est d'un point de vue de le rapport de l'universalisme aux femmes, mais on pourrait le voir en fait pour toutes les minorités ou toutes les personnes minorisées. L'universalisme à la française, il est justement informé par la suprématie blanche comme régime politique. De la même façon que le contrat social, comme dit Charles Mills dans le livre, prétend nous le peuple, mais en fait signifie nous le peuple blanc, l'universalisme à la française, il signifie pas tous les êtres humains, il signifie les blancs en fait. Et c'est un universalisme qui refuse de voir les couleurs parce qu'il considère qu'il n'y en a qu'une seule. Alors moi je ne parle pas de couleur, je parle de race comme construction sociale. En fait, c'est la construction sociale de ce qu'est être blanc, parce que c'est aussi un autre terme qui crispe les gens. Les gens vont dire, attendez, moi je ne suis pas blanc, moi, je suis une personne. Mais moi je ne suis pas noir non plus, je suis une personne. Ma couleur de peau c'est marron. Les blancs, ils sont beige rosé. Donc en fait, c'est ça une construction sociale. C'est qu'en utilisant certains termes, on va avec eux ramener toute une représentation du monde. Et moi, quand je dis blanc, c'est pour faire exister la norme. Ce qui se passe quand on appartient au groupe majoritaire, quand on appartient au groupe dominant, et quand on appartient à la norme, c'est qu'on disparaît. On est présenté comme étant, on va dire, voilà, le maître étalon de l'humanité. Et c'est ça l'universalisme à la française. Donc moi je préfère des notions comme le pluriversalisme, faire coexister des mondes, ou alors d'aller vers un véritable universalisme, comme par exemple, nous n'avons toujours pas le suffrage universel en France. On a des millions de personnes qui sont exclues du suffrage universel, qui sont les mineurs. Voilà, donc le suffrage universel, ce sera quand il y aura tout le monde qui vote. C'est ça le terme. Et donc historiquement en France, on utilise aussi des termes qui n'ont pas de réalité politique. Pendant très longtemps, le suffrage universel a exclu les femmes, avec les mêmes arguments d'ailleurs qu'on utilise aujourd'hui pour exclure les enfants, qui sont, elles vont être influencées par leur mari, elles ne sont pas autonomes, etc. La maturité, Et donc l'infantilisation, la domination adulte qui permet aujourd'hui de priver les enfants de droits civiques, c'est un modèle qu'on a utilisé pour opprimer les femmes en les infantilisant et aussi les personnes racisées.
C'est quoi la rhétorique coloniale? C'est celle de la mission civilisatrice. On va aller éduquer les grands-enfants, on va leur amener justement le contrat social, on va leur amener la possibilité de devenir des citoyens. Donc moi, c'est tous ces points-là aussi que j'essaye de connecter pour qu'on rentre dans un... Si on est dans l'universalisme, il doit être réel. C'est toujours pas le cas aujourd'hui en France. Et donc, on doit venir décortiquer tous les termes et montrer quand est-ce qu'on est justement dans des termes de dupes et pas dans de la réalité politique, pas dans du concret. On va écouter tout de suite un extrait du contrat racial de Charles Mills pour voir comme toutes ces idées que vous avez développées, hein, qui traversent tout le livre de Charles Mills, voilà, sont déployées dès les premières lignes. Le contractualisme est prétendument voué à l'égalitarisme moral, l'égalité morale de tous les êtres humains, à la notion que les intérêts de tous les êtres humains comptent également et que tous les êtres humains doivent avoir des droits égaux. Par conséquent, le contractualisme est aussi opposé, de manière fondamentale et par principe, à l'idéologie hiérarchique traditionnaliste de l'ancien ordre féodal, l'idéologie du statut assigné de manière inhérente et de la subordination naturelle. C'est ce langage d'égalité qui trouve écho dans les révolutions américaines et françaises, la déclaration d'indépendance et la déclaration des droits de l'homme. C'est aussi cet égalitarisme moral que l'on doit prendre en considération dans l'attribution des droits et libertés dans la société civile. Lorsque, dans une société occidentale contemporaine, les gens insistent sur le respect de leurs droits et libertés et expriment leur indignation de ne pas être traités sur un même pied d'égalité, c'est à ces idées classiques qu'ils font appel, qu'ils le sachent ou non. Cependant, le contrat racial, avec son système moral basé sur un code de couleur, limite la possession de cette liberté naturelle et de cette égalité aux hommes blancs. En raison de la non-reconnaissance complète ou de chance mais insuffisante des responsabilités de la loi naturelle, les non-blancs sont ainsi relégués à un échelon plus bas de l'échelle morale, la grande chaîne des êtres. On les désigne comme étant nés non libres et inégaux. Une ontologie sociale segmentée est créée, un univers divisé entre personnes et sous-personnes raciales, qui peuvent être diversement noires, rouges, brunes, jaunes, esclaves, aborigènes, population coloniale, et appelées collectivement de manière appropriée des races sujettes. Extrait du contrat racial de Charles Mills, un texte choisi par notre invitée Amandine Gay. Nous sommes dans le premier chapitre qui s'intitule Vue d'ensemble. Il y a peu de chapitres dans ce texte, Amandine Gay. Il y a d'abord donc une courte introduction, ce chapitre Vue d'ensemble, mais qui je pense il faut le lire parce que ça fait une trentaine de pages. Tout est posé de ce qu'on a dit sur les hautes théories du contrat social et le contrat racial, en quoi il consiste. Puis après, en fait, des détails où ça revient un petit peu sur des parties, le rapport à l'espace, le rapport au corps, le rapport à l'esthétique, aux idéologies, donc des détails qui n'en sont pas finalement. Il y a un dernier chapitre qui s'appelle Numérique naturalisé, mais nous sommes ici donc avec ce texte au tout début et on entend très bien l'idée en fait de ce contrat social qui n'est pas que politique, qui n'est pas que économique, mais qui est aussi moral. Il y a une dimension morale et la dimension morale c'est l'égalité. Et là, Charles Mills nous dit voilà l'écart qui se crée entre le principe et la réalité. Ben oui, tout à fait. Non mais moi c'est ça que, en fait, je pense que ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est que justement si on n'est pas habitué, par exemple la philosophie, la tradition philosophique française, quand même c'est souvent des textes opaques. On est quand même sur des... En tout cas, moi, je veux dire, je suis là, je dois relire les phrases 4 fois, genre Derrida, des choses comme ça, c'est très... Bah là, Derrida, vous prenez... On en parle la semaine prochaine. Vous prenez oui, un des par pires. excellence, voilà, le symbole de la difficulté à lire, quoi. Mais en fait, quand même, très souvent, je trouve que l'objectif n'est pas de se rendre compte. Et en fait, une des choses que j'aime aussi, même dans la façon d'écrire, moi je me rappelle quand je suis arrivée en Australie et que j'ai rendu mes premiers devoirs, j'avais des mauvaises notes. Et je comprenais pas parce que j'avais toujours des problèmes de rédaction, etc. en France. Et ils m'ont dit, en fait, on ne veut pas attendre la conclusion pour avoir votre opinion. On veut savoir ce que vous pensez d'entrée de jeu et ensuite vous nous expliquez pourquoi vous pensez ça. Et en fait, c'est vraiment ce que fait Mills avec Vue d'ensemble. Il arrive et il nous dit, voilà, moi je vais vous expliquer pourquoi il y a un contrat racial, pourquoi je pense que ce qu'on nous présente comme de l'égalité, c'est dès le départ informé par la race. C'est vraiment ça aussi. Et je reviens sur cette question de race comme construction sociale, parce que ça aussi, ça fait débat en France. Lui, ce qu'il fait aussi, c'est réhabiliter cette notion-là. C'est de dire, ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas quelque chose de mineur,
mais c'est constitutif de la pensée occidentale, c'est constitutif de la vision du monde. La race, elle est centrale, elle est partout. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens vont nous dire oh non, alors déjà, il ne faut pas parler de race parce qu'ils pensent qu'on parle de la race du XVIIIe siècle. Donc, c'est bien pour ça que j'ai dit comme construction sociale et pas comme réalité biologique, etc. Mais cette vision de la société, où il y aurait en haut, parce qu'il y a une hiérarchie au sommet duquel il y a les personnes blanches, et ensuite il y a le reste du monde, elle est partout. Et donc c'est ça en fait, il faut dire. On ne peut pas parler d'égalité tant qu'on n'a pas adressé la race comme construction sociale et comme fondement des sociétés occidentales. Et qu'est-ce que vous répondez avec Niels à des objections qui disent que parler de race, même comme construction sociale et politique, ça la fige et ça la fait exister d'une certaine manière et ça fait perdurer ces inégalités-là? J'ai envie de vous dire, on n'a tellement pas parlé d'une façon politique et critique pendant des décennies en France, et ça s'est quand même bien cristallisé, le racisme, l'extrême droite, etc. Donc moi je pense que c'est en fait, au mieux c'est une fausse peur, et au pire c'est plutôt un argument fallacieux pour ne pas traiter justement d'un sujet qui, s'il était abordé correctement et constamment dans nos sociétés, viendrait effectivement ébranler beaucoup de systèmes d'oppression et beaucoup de domination. Pour moi, l'enjeu, de toute façon, on ne résout rien par le silence. Pour moi, c'est aussi absurde de dire, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de parler d'inceste, il va y avoir de plus en plus d'incesteurs? C'est faux, en fait. Ce qui permet aux oppressions de prospérer et de se perpétuer, c'est le silence. Donc, en fait, on ne fait pas exister la race comme construction sociale quand on la nomme, on lui donne la perspective d'être détruite comme fondement et système d'oppression quand on la nomme. C'est ça qui se passe. Alors, il y a deux choses intéressantes dans le texte amandinien, enfin, deux dimensions du contrat racial, qui est que seules peuvent pactiser des personnes qui sont considérées comme des personnes. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une distinction qui est faite avant le contrat social, racial, mais il y a aussi une distinction qui est faite après. C'est-à-dire que le contrat racial va à la fois acter une hiérarchie entre personnes et non-personnes, entre blancs et non-blancs, mais il va aussi en fait l'entériner. Et j'aimerais, il parle d'ontologie sociale, ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on est dans quelque chose où il dit que cette ontologie est segmentée et crée un univers qui est divisé entre personnes et sous-personnes raciales, mais en fait, comment est créé ce qui était déjà là, en fait, qui a été entériné par le fait déjà d'exclure certaines personnes, à savoir, vous l'avez très bien dit, donc les personnes non blanches, les femmes et les enfants. Qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce qu'on entend par ontologie sociale? Qu'est-ce qu'il entend par là? Pour moi, c'est vraiment comme lorsqu'on parle du statut de pupille de l'État pour les personnes colonisées. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on place les personnes qui ont été catégorisées comme non humaines, sous-humaines, hors d'une possibilité d'accès aux idéaux qu'on prétend leur offrir quand on va les coloniser. Et donc c'est ça qui est assez magique. Moi d'ailleurs j'avais appelé initialement le chapitre où je parle du lien entre domination adulte et suprématie blanche, je l'avais appelé l'éternelle minorité des sauvages. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. En fait, la minorité au sens du statut mineur, c'est d'être exclu en fait des droits civiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a été catégorisé comme sous-humain, non humain, peu importe ce qui va se passer, on sera toujours des citoyens de seconde zone. C'est ça en fait qui révèle dans sa théorie. Est-ce qu'il donne une solution? Alors, je ne sais pas s'il donne des solutions, parce que aussi c'est un philosophe, donc techniquement les philosophes ne sont pas forcément là pour nous donner des solutions. Enfin, on est un peu déçus, on aimerait d'ailleurs, parce que je fais juste cette citation-là, Amandine Gay, on a cette définition qui est très claire du contrat racial, on la trouve page 43, Charles Smith dit le contrat racial est cet ensemble d'accords, formels ou informels, méta-accords raciaux. Donc là, en tant que blanc, donc en fait on voit très bien, voilà, le contrat racial, il nous décrit très bien, à un moment donné on le lit, on peut avoir un éveil, c'est-à-dire vraiment se dire, ça met des mots sur une colère, sur une injustice, ça met aussi des mots sur une ignorance que moi par exemple j'ai sur le contrat racial, mais le fait de dire ça, le fait d'avoir des mots, est-ce que c'est suffisant? Mais alors j'ai envie de dire vraiment, en fait, la raison pour laquelle j'ai dit c'est un philosophe, c'est que je trouve que très souvent quand on est des personnes noires, parce qu'on va ramener aussi du coup dans l'espace public des nouvelles perspectives, on va aussi nous demander des choses par exemple qu'on ne demande pas aux philosophes blancs, ou
qu'on va pas demander, par exemple, à des écrivains ou des écrivaines, on va pas leur demander des réponses sociales. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis Charles Smith, c'est un philosophe, il faut lui laisser sa place de philosophe qui est là pour théoriser, pour offrir des clés de compréhension du monde. Et après, il y a plein de personnes, dont moi, qui derrière s'en saisissent. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que parmi les raisons du fait que Charles Smith soit devenu un best-seller, c'est comme les gens qui s'en sont saisis, c'est beaucoup les sociologues, les activistes, les artistes, parce que d'un coup, toutes ces personnes qui essayaient à leur façon de recoller les morceaux, lui, il nous donne la théorie, il nous donne l'explication, l'analyse de la société dans laquelle on vit, en fait. Il nous explique les fondements de la société dans laquelle on vit. Nous, à partir de là, c'est pour ça qu'on se dit, bah, alors, en fait, moi, je vais jamais lâcher la notion de race comme construction sociale, puisqu'elle est au fondement des inégalités, et donc je me dis, là, je fais des films où je vais essayer de montrer, justement, que ça existe, parce qu'en fait, c'est ça, on va... Déjà, le premier pas, voilà, c'est de dire ça existe. Ça existe, c'est là et c'est omniprésent. Voilà, dans le livre, je le dis aussi, vous êtes toujours plus blanc que vous le pensez. Si on admet qu'on appartient à une catégorie sociale, on est aussi blanc que moi je suis noir. Et ça, c'est très important. Parce que quand on refuse d'être une personne blanche, quand on dit moi je suis pas blanc, je suis un individu, ou moi je ne vois pas les couleurs, on perpétue le régime d'oppression raciale. Le régime d'oppression raciale, c'est de nier ces différences. C'est de dire que ces catégories-là ne sont pas opérantes, qu'elles n'ont pas de sens. C'est de dire, ben non, ce n'est pas le débat de parler de réparation concernant l'esclavage et la traite, parce que c'était il y a longtemps. Mais la richesse Was geht da jetzt eigentlich comme wieder? Bordeaux, Nantes, La Rochelle, ou Weißt Fleur, elle vient pas de nulle part. Elle vient de cette histoire de traite et d'esclavage. Donc, on parle par exemple dans les pays anglo-saxons de generational wealth, d'argent, de richesse générationnelle. Ce qui est bien plus intéressant que de s'intéresser aux inégalités de salaire, par exemple. Parce qu'il y a déjà une exploitation des personnes noires qui vont être payées moins que les personnes blanches. Mais il y a aussi la question de l'héritage.